Toute l'équipe de Sphère est enchantée de vous retrouver en personne sur ce plateau TV spécialement conçu pour vous, pour cette matinée dédiée à l'investissement à impact. J'ai le plaisir d'accueillir et de vous présenter Andreas Schaffner, le rédacteur en chef de Sphère, basé à Zurich. Andreas. Voilà, grüezi de ma part. I'm going to switch in English. It's better for you and for my reputation. It's the third time that Sphere is organizing this special ESG event. And okay, Grégory. Le micro d'Andreas. Le micro. Voilà. Okay. Voilà. Okay. So again, English. It's the third time that Sphere is organizing this platform. And I'm losing my stuff. And the topic is really very topical. It's we have a great week where ESG is a big topic, as we all know. And I just want to hand over to Elsa, who can explain it in French, what we mean. And back to you, Elsa. Merci Andreas. On était à Zurich mardi. Plus 6%, 36,3 gigatonnes, soit le niveau historique atteint en 2021 par les émissions globales de CO2 du secteur de l'énergie, premier producteur de gaz à effet de serre. Souvenons-nous, les émissions avaient reculé de manière inédite de moins 5,2% en 2020. Comme nous le rappelle Jean-Marc Jancovici, partenaire chez Carbone 4 Finance, pour s'aligner sur la trajectoire des accords de Paris, cette baisse de 2020 devrait se reproduire chaque année. Utopique ? Écoutons aujourd'hui les experts sélectionnés pour vous, par Sphère, pour aborder l'investissement d'impact, rare univers, contre l'effet placebo, présent malheureusement dans la finance durable. Pour débuter, analysons le lien de causalité entre l'investissement à impact et la performance, avec nos trois invités de la table ronde, modérés par Laurent Auclin, associé gérant chez Anglo-Suisse Advisors. Laurent, the floor is yours. J'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir trois personnes sur le panel avec moi, donc que j'invite à nous rejoindre. Donc Monsieur Hamid Amoura, qui est responsable de tout ce qui est sustainability chez Mirabeau Asset Management. Monsieur Dominique Abegger, qui est gérant chez Pictet Uretini, ici à Genève. Et Monsieur Maxime Perrin, qui est responsable de tout ce qui est sustainability également chez Lombardier Asset Investment Manager. Pardon. Une petite introduction de ma part. On a eu en 2021 des flux records sur les fonds, globalement. On parle de 2,4 trillions, donc le mot trillion n'existant pas en français, donc, mais quand même 2,4 trillions de flux. Ce qui est important de voir, c'est que sur cette masse, on a eu 600 milliards d'investis dans des fonds dits sustainable ou qualifiés de sustainable. Donc ça, c'est assez intéressant et on le voit globalement autour du monde, donc pas seulement en Europe, pas seulement dans la vieille Europe, mais également aux États-Unis et en Asie. L'ESG est bien entendu très bien comprise maintenant et intégrée. Ça a mis quelques années, certains asset managers ont mis quelques années à l'intégrer. Maintenant, l'impact reste quand même un problème, ou demeure un problème. La compréhension de l'impact, la manière de traiter l'impact reste un problème. En Europe, on a eu des initiatives, donc l'initiative SFDR, classification des fonds, donc l'article 6, article 8, article 9, on va se concentrer sur article 8 et 9. Effectivement, c'est intéressant, mais ça commence, c'est seulement sur de la self-declaration, donc automatiquement, ça donne un biais. Mais on voit toutefois qu'on a déjà été corrigé un petit peu, puisque Morningstar, en fin d'année passée, a déjà délisté 1200 fonds article 8 à article 6, parce que le prospectus était correctement rédigé, mais l'investissement et la thèse d'investissement ne correspondaient pas du tout à des investissements ESG. Je pense que aujourd'hui, c'est important qu'on vous parle aujourd'hui effectivement d'impact et de ESG. On va commencer, si vous le voulez bien, avec une petite définition. Alors, je vais passer la parole à Dominique, justement sur la définition. Qu'est-ce qu'on voit comme
grande définition ou comme grand clivage, je dirais, entre ESG et impact. Merci Laurent. Je ne sais pas si on m'entend. Oui. Ce serait prétentieux de ma part de vouloir définir l'impact. Maintenant, l'impact a été utile pour l'ESG aussi, dans le sens que ça a permis de mieux différencier qu'est-ce qu'est l'investissement durable. Dans l'investissement durable, quelle est la nuance avec l'impact? Et il y a plusieurs éléments qu'on va certainement aborder au courant de cette première discussion. Mais un premier point, moi, qui me semble important et qui aide un petit peu à comprendre la différence, et surtout ça aide aussi à comprendre pourquoi parfois on critique les agences de rating qui ont des avis divergents sur certaines sociétés, c'est que souvent, de là où on vient, de la finance durable classique, dite ESG aujourd'hui, ce qu'on regardait, c'était l'impact des aspects sociaux et environnementaux sur le modèle d'affaires. Et on avait une réflexion plutôt orientée risque et risque d'investissement. C'est vrai que l'investissement d'impact essaye de changer cette perspective, changer le regard, et on regarde plutôt l'impact du modèle d'affaires sur l'environnement socio-économique, et non pas l'inverse, l'impact sur le modèle d'affaires, l'impact du modèle d'affaires. Donc ça, c'est une première nuance qui est importante. Puis ensuite, il y en a une seconde, aussi importante, sans rentrer dans les discussions matérialité, additionnalité, etc., qui est liée au fait que souvent on confond l'impact de l'entreprise et l'impact de l'investissement. Et c'est vrai que c'est aussi quelque chose, on a tendance à passer un peu vite dessus, c'est pas parce qu'on investit dans une entreprise des énergies renouvelables qui a un impact que l'investissement a forcément un impact. On aura certainement l'occasion d'en reparler tout à l'heure, mais je pense que c'est déjà important de garder en tête cette nuance par rapport à la finance durable classique, sur laquelle on travaille depuis plus de 20 ans maintenant, et l'impact additionnel pur. Merci Dominique. Maxime, en préparant ce panel, tu nous mentionnais effectivement que pour toi l'impact c'est une sous-catégorie de l'investissement durable. Comment tu veux classifier ça? Comment tu vois, pour nous expliquer un petit peu ça? Oui. Donc l'investissement d'impact, si on veut prendre les classifications réglementaires européennes, ça correspond, quand on pense à la définition de l'article 9, qui est un alignement d'une stratégie avec un objectif spécifique de durabilité, l'impact investment, l'investissement d'impact, correspond à la définition. Il s'agit, si on veut utiliser les termes techniques, pour qu'un investissement soit classifié comme impact, selon les spécialistes de l'impact, il faut une mesurabilité, enfin d'abord une intentionnalité, c'est-à-dire que l'impact positif sur l'environnement ou l'impact positif sur la société doit être intentionnel de la part de la société, et il doit être mesurable, c'est-à-dire que au moins une fois par an, le gérant ou l'équipe de gestion doit reporter sur des métriques qui ont été identifiées comme les métriques qui vont mesurer la qualité et l'envergure de l'impact. Donc, évidemment, l'impact investment rentre dans la catégorie article 9, mais ce n'est qu'une sous-catégorie, parce que c'est très précis qu'il faut pouvoir, ligne par ligne, dans un portefeuille d'impact, remarquer l'intentionnalité et la mesurabilité. Donc, c'est vraiment très proche. Pardon. Merci. Donc, c'est une sous-catégorie d'une catégorie de l'investissement durable. Voilà ma définition en tout cas. Merci. Hamid, peut-être pour rester plus pragmatique, c'est vrai qu'on parle de belles choses, on parle d'impact, mais à la fin on veut faire de l'argent. Donc comment vous voyez les choses? Est-ce que c'est conciliable? On y viendra après encore dans une question, mais effectivement l'évolution du modèle ESG à impact, on a tendance à dire on n'est pas là pour, malheureusement, mais on n'est pas là pour sauver le monde, mais on est là pour investir, on est là pour investir pour nos clients. Oui, tout à fait. Alors, dans l'investissement à impact et le lien avec l'ESG, ce qui est intéressant de rappeler, c'est que l'impact est un prolongement de l'ESG. Donc, c'est un processus un peu d'aboutissement où on a pris en compte jusqu'à présent des critères ESG, effectivement, comme ça a été rappelé par Dominique, où l'ESG, dans un premier temps, analyser quelque part les pratiques internes des entreprises. Et tout doucement, on glisse effectivement vers une analyse extra-financière qui vise à regarder la manière dont le produit fini peut répondre à un objectif de développement durable. Plus que le produit fini aussi, c'est le processus et la transformation du modèle d'affaires. Donc, l'impact est un prolongement naturel quelque part de l'analyse ESG. Et puis, bien entendu, in fine, on parle d'investissement responsable.
Donc on focalise ces dernières années sur la notion de responsabilité pour essayer de donner un cadre, mais il n'en demeure pas moins que ça reste un investissement et qu'in fine, on doit pouvoir concilier effectivement durabilité et performance. Alors, l'investissement à impact, comme ça a été très bien rappelé, ça répond à un cahier des charges bien précis. Et il est vrai qu'à ce jour, le secteur, la classe d'actifs qui répond le plus à cette exigence, cette définition, c'est le private equity. On pense que c'est dans le private equity qu'on peut pleinement mesurer les notions d'additionnalité, par exemple. Et donc, sur le private equity, il ne faut pas oublier que le private equity, à l'origine, sur tout ce qui est investissement, notamment impact investing, tire son origine de l'économie sociale et solidaire, qui était une processus d'investissement qui allait très loin sur la notion de durabilité, sur la plus-value extra-financière, et avec généralement des returns assez limités, effectivement, parce que on investissait davantage sur des associations avec des microfinancements. Et puis petit à petit, la notion de responsabilité a gagné le private equity au sens large du terme, et il est totalement conciliable, en effet, de pouvoir investir avec des niveaux de rentabilité élevés. On aura l'occasion, je pense, de redonner quelques exemples, mais c'est pas du tout incompatible, bien entendu, de pouvoir investir avec un objectif financier relativement élevé et des exigences et des returns d'un point de vue extra-financier aussi qui répondent aux objectifs de développement durable. Merci. Je reste avec vous, Hamid, parce que effectivement, vous touchez un point très important, c'est que le concept a évolué. Comment vos entreprises ont elles-mêmes évolué dans ces concepts? Oui, tout à fait. Alors, pendant très longtemps, effectivement, on a mis en place un processus ESG avec une vision risque. C'est exactement ça. L'idée à l'origine, c'était d'implémenter donc un processus ESG sur l'ensemble de nos classes d'actifs, avec encore une fois l'idée que faut bien avoir à l'esprit qu'une entreprise, en fait, il faut arrêter de la regarder uniquement à travers son bilan et son compte de résultat. L'ESG est une analyse qui est en complément de l'analyse financière et qu'à ce titre, elle permet effectivement d'évaluer des risques qui n'étaient jusqu'à présent peu perceptibles par la pure analyse, on veut dire, financière. Donc, ceci étant bien implémenté, on passe tout doucement d'une vision risque à une vision impact. C'est totalement exact. Et encore une fois, nous, là où on trouve un processus intelligent à développer, c'est sur le private equity pour parler d'impact investing. Aujourd'hui, chez Mirabeau, on focalise vraiment l'impact investing au private equity, car on estime encore une fois que l'additionnalité est très compliquée peut-être à démontrer sur l'investissement coté. Et on l'aborde aussi d'une manière un peu différente, c'est-à-dire que jusqu'à présent, lorsqu'on parle d'impact investing, on l'associe souvent notamment à des gros investissements macro sur le financement, renouvellement du parc éolien, enfin le parc éolien, financement d'énergie renouvelable. Il y a aussi tout un processus d'investissement qui touche aussi au micro, qui s'attaque, on va dire, à la vie du quotidien en essayant d'être disruptif en la matière. Et en l'occurrence, nous, on a plutôt pris l'angle du lifestyle notamment et de l'industrie du textile. Juste pour rappel, n'oublions pas que l'industrie du textile, c'est le deuxième pollueur au monde, deuxième émetteur de CO2 au monde, et qu'il y a aussi matière à pouvoir, on va dire, être précurseur et être à l'origine de transformations majeures dans ces entreprises-là, en vue, encore une fois, d'accompagner ces entreprises à un changement compatible avec les accords de Paris, avec les SDGs, et tout en continuant effectivement à viser une profitabilité qui soit la plus développée possible. Ok, merci. Dominique, Maxime, quelque chose à ajouter par rapport à l'évolution de vos entreprises et vos évolutions, je dirais, respectives dans ce cadre? Peut-être juste un point pour aller dans le sens de ce qu'a dit Hamid. Effectivement, il y a une grosse différence quand on parle d'impact en termes de classe d'actifs. L'analyse ESG, c'est quelque chose qu'on peut faire sur l'immobilier, c'est quelque chose qu'on peut faire sur les obligations, sur les actions. C'est transversal à toutes les classes d'actifs. Mieux comprendre le risque extra-financier, c'est uniquement lié au fait qu'on est investisseur à long terme. Dans l'investissement d'impact, c'est un peu différent. On ne va pas pouvoir générer un impact sur des actions cotées de la même manière, parce que son capital n'est pas forcément additionnel. Je veux dire, Vestas et Ørsted n'ont pas vraiment besoin de nous pour faire ce qu'ils font. Maintenant, évidemment, ils ont des investors relations, ils aimeraient bien continuer que les investisseurs restent là. Donc, typiquement, si on rentre dans une réflexion classe d'actifs, pour avoir un impact
dans la définition, c'est-à-dire additionnelle et intentionnelle, en fait, on sort du monde de l'analyse ex ante où on évalue les risques et on rentre dans le monde de l'engagement actionnarial où on essaye de faire une différence, non pas en investissement dans une société plutôt que dans une autre, mais en influant sur le comportement de cette société, et notamment en accélérant sa transition énergétique, en s'assurant que les CAPEX sont effectivement orientés vers les énergies renouvelables plutôt que dans la maintenance de ces structures parfois anciennes. Maxime. Oui, donc le trajet de Lombardier, je pense qu'il a commencé comme beaucoup au milieu des années 90 avec les premières notations ESG, ensuite les UNPRI peu de temps après. Là où Lombard a été plus innovant, disons, c'est de la prise en compte de l'investissement climatique et le lancement de fonds dédiés, de méthodologies spécifiques pour mesurer la crédibilité des sociétés dans la décarbonisation. En termes d'impact, que comme l'ont dit mes deux estimés collègues, c'est vraiment des classes d'actifs spécifiques qui peuvent remplir les conditions, que ce soit le private equity bien sûr, le private credit ou des fonds très spécifiques sur la finance verte. Donc il y a eu des fonds green bonds par exemple qui se spécialisent dans l'impact parce que les use of proceeds, pour parler bien le français, sont spécifiques, définis et sur lesquels on peut reporter de façon individuelle sur chaque ligne. Après, il y a des fonds de private credit également, mais je suis tout à fait d'accord que quand il s'agit des fonds d'impact, les listed equity, les fonds très diversifiés ne s'y prêtent pas, en tout cas pas pour le moment. Merci. Avant d'aborder les concepts liés directement à l'impact, je voulais laisser la parole justement à Maxime concernant les aspects réglementaires. Est-ce que tu peux nous faire un petit refresh sur les aspects réglementaires, SFDR, article 9 notamment, okay, pour l'investissement d'impact? Oui, alors j'ai gagné le gros lot, je vois, c'est chouette. Donc la réglementation européenne définit deux catégories d'investissements dits durables. L'article 8 qui dit que le fonds prend en compte les aspects de durabilité et l'article 9 où l'alignement du fonds avec un objectif spécifique de durabilité doit être prouvé. Évidemment, les fonds d'impact sont des articles 9 et comme je le disais tout à l'heure, ça ne veut pas dire que tous les articles 9 sont des fonds d'impact. Il ne faut pas faire un amalgame entre les deux. La réglementation européenne est un processus de serrage de vis, c'est-à-dire qu'on a commencé en 2021 par ce qu'ils appelaient le self-classification, c'est-à-dire chaque gérant, chaque maison de gestion devait classifier ses propres fonds. De la même façon, comme le disait quelqu'un, qu'on arrive à un tournoi d'arts martiaux en se déclarant ceinture noire de karaté. Personne n'est en train de vérifier au préalable si vous êtes en effet qualifié, c'est à vous de vous qualifier. Et parce que c'est un processus de serrage de vis, en 2023, on doit, si on s'est classifié article 8 ou article 9, on doit reporter en ligne avec l'ouverture, la transparence attendue pour ces fonds-là. On doit notamment, pour les articles 8, définir des mesures d'évolution, des métriques d'évolution de l'aspect durable de la stratégie. Et pour l'article 9, on doit prouver qu'une part plus que significative, majoritaire, voire ultra majoritaire, des actifs sous gestion sont en effet alignés avec l'objectif spécifique de durabilité. Donc la réglementation va avec les données qui sont de plus en plus disponibles, va en croissant dans la contrainte, en tout cas de transparence par rapport aux mesures de durabilité et au contenu de chaque stratégie par rapport à la classification qu'on a fait de sa propre stratégie. C'est pour le moment que il n'y a pas de police de la SFDR qui vient vous taper sur l'épaule en vous disant ça c'est faux. C'est simplement de dire aux gens vous devez vivre avec les engagements que vous avez pris. Et vivre avec, ça veut dire être capable régulièrement de reporter sur ces dires. Voilà. Et là, l'attente, c'est effectivement qu'on voit toute une partie de reclassification parce que certaines sociétés ne seront pas à même
justement de délivrer ce qu'elles ont annoncé. Oui, parce que les textes de loi, comme en tout cas au début, étaient relativement vagues. On pouvait dire d'un fonds qu'il était article 8 light, entre guillemets, ou un article 6. Beaucoup de gens disaient 8 c'est plus que 6, donc par conséquent je voudrais être 8. Et si l'intégration de la durabilité est vraiment à minima, il est clair qu'au fur et à mesure du temps, la classification sera soit changée, comme tu l'indiquais, par les consultants ou les plateformes, ou la réalisation sera évidente pour le gérant lui-même, qu'il faut qu'il se reclassifie pour pas avoir à constamment justifier le fait que les métriques qui devraient définir son intégration de la durabilité le trahissent. Donc il faut, je pense que l'industrie va assez vite comprendre où sont les lignes de démarcation entre ce qui est un article 8 franc et viril et ce qui est pas un article 8 du tout. Merci. On va aborder quelques points maintenant sur la performance, ce qu'on peut appeler performance d'impact. Avant d'aborder le choix entre impact et performance, j'aurais souhaité effectivement passer par quelques concepts qui peuvent être familiers pour certains et puis un peu moins pour d'autres. Donc typiquement, si Dominique, tu pouvais nous revenir sur le concept d'additionnalité, nous faire un petit topo et l'importance de ce concept dans la performance, dans l'impact investing. Oui, donc on en a parlé, l'intentionnalité, le fait qu'on veut changer quelque chose, le fait qu'on puisse mesurer ce quelque chose sont les éléments sur lesquels il n'y a aucun doute pour définir quelque chose d'impactful. Le terme d'additionnalité est parfois un peu plus controversé, mais en ce qui me concerne, il me semble essentiel. C'est que c'est quelque part le fait de dire que mon investissement change quelque chose. Et lorsqu'on regarde un investissement, puis on se dit je l'enlève, est-ce que ça change quelque chose? Et on arrive à la conclusion que non, c'est pas de l'impact. C'est ma conception, et elle n'est pas partagée par tout le monde, mais je pense qu'il y a aujourd'hui une chance énorme, c'est qu'on en parle. On parle de l'impact, on parle de l'engagement, on parle du private debt, on parle des green bonds, et on sort de la discussion de classes d'actifs spécifiques pour commencer à rentrer dans les discussions d'allocation. Et c'est vrai que je pense qu'on a tous ces défis ici. On a beaucoup de clients qui viennent chez nous, et il y a impact, engagement, private debt, private equity, et se pose la question de l'allocation. Comment je construis un portefeuille avec de l'impact sans aucunement sacrifier la performance? Parce que non, je ne sais pas, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont la chance d'avoir des clients qui leur disent pour moi c'est égal la performance. Et ensuite se pose cette question d'additionnalité, de performance, et heureusement on a 20-25 ans d'historique et de track record de performance qu'on n'avait pas lorsqu'on a commencé ces discussions il y a 20-25 ans, qui montrent qu'effectivement on peut générer cette additionnalité sur le private equity, sur le private debt, et évidemment aussi sur les actions cotées, sans aucunement sacrifier la performance. Maxime, retour à toi, peut-être définition et manière de voir ce qu'on appelle intentionnalité, mesurabilité. Tu l'as déjà abordé. Oui, tu l'as déjà abordé. Touché deux mots. J'ai peut-être prendre une illustration. Imaginez un fonds de private credit ou un fonds de green bonds qui aurait le thème de la conservation énergétique, par exemple. L'intentionnalité, c'est que chaque ligne dans le portefeuille, si c'est de la dette, cette dette a été émise avec l'objectif spécifique et audité de la conservation énergétique, soit pour l'achat de panneaux solaires, d'isolation, je ne sais quoi encore. Donc l'intentionnalité doit être là dans les termes de la dette elle-même. Dans le cas du private equity, ce serait l'intention de la société dans le produit qu'elle produit. Et la mesurabilité, c'est assez logique, c'est qu'une fois par an, le gérant doit rendre des comptes sur chaque ligne de son portefeuille, en donnant au préalable la mesure de la métrique qui va être utilisée pour mesurer justement l'impact, et doit détailler au moins une fois par an l'évolution de cette métrique, ou de ces métriques quand il y en a plusieurs, pour justifier l'impact donné apporté par l'investisseur avec l'argent qu'il a investi dans le fonds. Voilà comment en général on regarde l'intentionnalité et l'impact. L'additionnalité évidemment
à mon avis aussi importante, il est plus difficile de la prouver dans un rapport annuel. Mais évidemment, c'est un concept un peu important pour l'impact aussi. Merci. Hamid, je vous ai pas oublié. Deux questions en une. Tout d'abord, peut-on, doit-on, faut-il choisir entre performance et impact? Et puis, lié à ceci, est-ce que c'est possible d'avoir une approche d'impact avec des sociétés cotées? Parce que vous mentionniez tout à l'heure, effectivement, à juste titre, qu'il y a eu beaucoup d'initiatives et on met beaucoup de choses en place sur la partie private equity, private debt. Mais est-ce qu'il est quand même possible d'avoir une approche d'impact là-dessus? Sur ces deux questions, et puis après, de toute façon, les autres intervenants pourront aussi répondre par rapport à ça. Sur la première question, donc non, effectivement, c'est vrai que pendant très longtemps, on a eu, je dirais, lorsqu'on commençait à appréhender les principes liés à l'ESG, à l'impact, on se demandait s'il y avait un choix à faire. Est-ce que finalement, le fait de monter en puissance sur la prise en compte de critères ESG se faisait au détriment de la performance, et donc on voyait ça plutôt comme une contrainte. Alors je vous coupe juste pour le débat, mais c'est vrai qu'il y a 10-15 ans, avoir un fonds ISR, c'était une bonne excuse pour pas performer. Oui. Est-ce que ça continue? C'était souvent un joli prétexte, en effet. Ensuite, tout dépend comment c'est fait. Parce qu'en fait, la vraie question aujourd'hui n'est plus de savoir si on doit prendre en compte des critères ESG ou pas. Elle n'est plus vraiment sur le pourquoi, mais c'est sur le comment. Je pense que c'est sur la façon dont on implémente un processus qu'on peut effectivement combiner performance et financière et extra-financière. La question du comment, elle est cruciale. Et c'est là où je pense que la différence peut s'opérer. Pour venir, je pense, sur le private equity. Ce qui est intéressant, et sur le fait qu'on peut continuer, bien entendu, à générer de la performance, c'est que la notion d'impact et donc la rentabilité potentielle qui est associée, c'est un processus qui démarre de loin. Une des particularités du private equity par rapport aux autres classes d'actifs, c'est qu'on s'inscrit d'emblée sur un temps long, donc la notion de vision long terme, qui est un temps nécessaire pour matérialiser quelque part la transformation des processus, soit de transformation ou des mises en pratique au sein de la société. Ça prend un certain temps, et le fait dans un fonds de private equity sur un temps d'investissement 8 plus 2, donc 10 ans, donne cette légitimité-là. Bien souvent, dans le private equity aussi, on est sur une participation assez importante, soit minoritaire, majoritaire, mais même dès qu'on rentre dans une compagnie et qu'on a 30, 35, voire 50% du capital, on n'est pas simplement spectateur du changement, on est acteur. Et donc, on part d'un processus où on implémente une politique RSE qui se transforme en critères ESG et qui, in fine, se matérialise par des mesures d'impact. Ouais. Et le fait de pouvoir associer cette réflexion-là, en même temps qu'on implémente et qu'on façonne l'évolution du business model et de son processus de fabrication, ça permet in fine de pouvoir combiner l'un avec l'autre. Juste pour donner un petit exemple, dans un de nos fonds, investis dans le textile notamment, on est en train d'opérer un changement majeur sur notamment l'utilisation des matières premières, où on passe de produits notamment à polyester à base de pétrole, et on shift tout doucement vers des produits, des matières plus naturelles à base de chanvre, de lin, et sachez même qu'on va commencer à fabriquer des textiles à base d'ortie. Donc c'est vraiment quelque chose, il y a beaucoup d'innovation en la matière. Et donc ça c'est un premier point qui va permettre de réduire les émissions de CO2. Deuxième point, on favorise aussi les circuits courts. Donc on essaie de rapprocher les zones de production avec les zones de distribution. Ça permet aussi de faire des économies. Donc et tout ça mis bout à bout, ça permet in fine de pouvoir continuer à associer donc de la rentabilité financière avec un processus profond. Et puis in fine à la sortie, indéniablement, lorsqu'on met en place tout ce processus-là, on crée une marque, on crée cette sustainability dans l'entreprise qui est très importante aujourd'hui, notamment dans la génération millennials. Et donc, à terme, il y a aussi un goodwill à pouvoir aller récupérer à ce niveau-là. Donc, bien entendu, quand c'est bien pensé, ça permet de combiner les deux. Sur la deuxième question, c'est plus compliqué. C'est vrai que sur les sociétés cotées, soyons honnêtes, je veux dire, lorsqu'on investit dans une multinationale et qu'on a 0,0001% du capital, certes, on va engager avec cette dernière, on va faire part de nos préoccupations, de notre analyse de risque, échanger avec elle sur ce qu'on estime devoir évoluer.
En revanche, dire qu'on va pouvoir avoir le même impact qu'à travers l'exemple précédent que je viens de vous indiquer, non. Ce qui est certain, c'est que le marché pousse. C'est un marché qui, pendant très longtemps, était dominé par le private equity au niveau de l'impact. Et on tend tout doucement vers des mesures d'impact, malgré tout, sur le côté. Donc, le marché veut aller vers là. Et donc, il faut juste bien l'accompagner en affinant quelque part les processus pour voir comment ces mesures d'impact peuvent être pertinentes au regard de la classe d'actifs. Merci. Dominique, tu es actif sur l'impact depuis longtemps, sur du listé aussi. Donc, peut-être illustrer les propos d'Hamid avec un exemple très concret d'une société qu'on connaît, je pense, plus ou moins tous, et qui va nous impacter énormément ces prochaines années. Société suisse, BKV, Utilities Suisse, Midcap Suisse. On est actionnaire depuis pas mal d'années, plus de 6 ans en tout cas, je sais, parce que ça fait 6 ans qu'on engage avec BKV, une société qui est tout au tréfonds des ratings MSCI ESG avec un rating D triple-. Pourquoi? Parce que leurs publications ne sont qu'en allemand. L'actionnaire principal est le canton de Berne, donc ils n'ont pas jugé très utile de transparence sur leurs activités. Néanmoins, c'est une entreprise qui produit 80% de son énergie avec l'énergie hydraulique et qui investit la totalité de ses capex dans l'énergie renouvelable. Il y a une petite partie de ces capex qui ne sont pas utilisés pour l'énergie renouvelable, c'est pour le démantèlement de Mühleberg. Dans les agences de rating, c'est encore considéré comme une société qui fait du nucléaire. Et ça, c'est pour moi de l'impact. Engager le dialogue chaque année avec BKV, leur faire comprendre qu'il y a une taxonomie, qu'il va falloir se mettre aux normes de transparence, de désinvestir leurs investissements minoritaires dans les centrales au charbon en Allemagne pour qu'ils soient un acteur de la transition. Là, on peut créer un impact dans l'investissement coté. Il n'y a pas besoin d'être un actionnaire majoritaire, il n'y a pas besoin de s'appeler BlackRock. Il faut juste avoir une crédibilité lorsqu'on parle avec BKV. Et lorsqu'on a des spécialistes de l'énergie in-house, on peut créer ce dialogue et ce pont. Et je voulais juste illustrer ça pour voir que c'est vrai que même dans les actions cotées, c'est des choses qu'on peut faire, même quand on est petit, juste en étant un tout petit peu persévérant et puis en amenant l'expertise. Ce n'est pas des choses qu'on peut faire tout seul. Oui, merci. Maxime, un commentaire là-dessus ou... Non, je pense qu'il y a un commentaire peut-être à faire sur si on prend un peu de recul. L'investissement durable, l'ESG, la durabilité au sens large, est un effort depuis le début de prendre en compte les externalités, comme on parle dans l'économie, c'est-à-dire de donner une valeur aux externalités d'une manière ou d'une autre. Ça mène évidemment à une certaine jungle parce que l'externalité de quelqu'un est sans intérêt pour l'autre, mais il y a derrière ça, je pense à ça en écoutant Dominique, il y a quelque chose qui va se passer a priori dans les 10 prochaines années, a fortiori dans les 20 prochaines années, qui est une externalité majeure qui est les émissions de gaz à effet de serre, la pollution en général, va devenir une internalité de par les politiques publiques, la réglementation, l'innovation technologique. En gros, on est au début, encore une fois, c'est notre conviction, on peut en débattre, mais je pense que les gens qui ne le regardent pas de cette façon-là vont devenir minoritaires. On va, sur une période d'une génération et demie, reconstruire l'appareil industriel global en accéléré avec des technologies nouvelles. Alors, ça veut dire que la durabilité, c'est-à-dire de favoriser les sociétés qui trouvent des solutions pour ne pas brûler des énergies fossiles, ça va très très vite devenir une internalité économique et de par ce fait-là, on va avoir des risques gigantesques dans certains secteurs et des opportunités dans ces mêmes secteurs. Donc ce qui est intéressant quand on voit l'évolution de l'ESG, c'est qu'on est parti de quelque chose, pas d'ésotérique, mais quelque chose qui n'était pas inclus ni de près ni de loin dans les rapports comptables. C'était tout l'intérêt de la taxonomie européenne, de SFDR, c'est de créer une espèce de norme quasi comptable pour les externalités, et qu'on va, a priori, dans 10 ans, on en reparle, on se retrouvera sur un podium comme celui-ci, j'en suis sûr, pour discuter du fait que ces externalités sont devenues les sources de croissance et les sources de faillite de beaucoup de sociétés. Merci. Un petit mot également pour conclure, messieurs. Je ne sais pas qui de vous veut commencer. Peut-être juste un mot pour voir que l'ESG, l'impact, c'est effectivement quelque chose qui est en constante évolution.
On a constaté une maturité incroyable ces 3 dernières années du marché et c'est très réjouissant, avec des investisseurs plus regardants entre ce qui est de l'impact, ce qui n'est pas de l'impact, ce qui est de l'ESG, on parle beaucoup de greenwashing, mais il ne faut pas non plus exagérer et voir du greenwashing partout. Il y a vraiment effectivement des institutions ici à Genève qui travaillent sur le sujet depuis plus de 20 ans. Donc il y a une expertise et une capacité de répondre aux attentes des clients, tout en proposant des solutions qui ont soit un impact moins grave sur le climat et sur l'environnement, soit au contraire qui contribuent pour faire partie de la solution plutôt que du problème. Merci. Hamid. Oui, dans le prolongement de ce qui a été dit, ce qui est certain, c'est qu'on vit un moment disruptif important. Je pense qu'il faut avoir conscience de cela. On vit vraiment une révolution dans le monde de la finance, où demain la notion de finance durable est en train de devenir quelque part, finalement associer le mot investissement et responsabilité, ça devient quelque part un pléonasme, lorsqu'au départ, il y a 20 ans de cela, c'était limite un oxymore. Donc, on vit vraiment un instant assez important. Il faut en avoir conscience encore une fois. C'est une révolution au sens à la définition que donnait Schopenhauer sur le sujet. C'est vraiment passé par ces 3 tables successives où c'était considéré comme ridicule dans un premier temps, ensuite dangereux au milieu des années 2010 parce qu'on bouleverse un ordre établi, on change nos repères, c'est bizarre. C'est en train de devenir une évidence. Donc, une norme. Ça devient une norme. Ouais. En revanche, il y a effectivement de nouveaux défis devant nous à laquelle on va devoir s'attaquer, notamment celui de la data. Ça va être super important. Il va falloir qu'on puisse, comment dirais-je, un peu mieux travailler ces données-là de façon à pouvoir affiner encore nos processus d'analyse et d'investissement au service d'une double cause, encore une fois, faire de la performance financière et extra-financière. Ce qui est vraiment important dedans, c'est le mot « et ». Il n'y a pas à choisir les deux. Et je dirais même dorénavant que prendre en compte des critères extra-financiers va permettre de servir la performance financière également. Et puis, dernier chiffre, n'oublions pas que sur les marchés aujourd'hui, un drawdown sur 2, lorsqu'on a une controverse sur les marchés, c'est lié à un événement extra-financier. Ça permet de garder quelques réflexions dessus. Je vais garder ça comme mot de la fin. Merci beaucoup, merci à vous 3. Et je repasse la parole à Elsa ou Andrea.